À toi? J'aurais pas commencé sans toi, Virginie. Non, bon après-midi à toutes et à tous. C'est Juliane, doctorante comme ça, mettons. Doctorante à Polytechnique sous la supervision de Virginie. Je vous présente une recherche qui fait partie de ma thèse, deuxième article bientôt terminé, on lâche pas. Donc, profil de consommation zéro déchet. Comment on amène les consommateurs, j'oserais dire en parenthèse canadiens, à diminuer les emballages du secteur alimentaire? Ceux qui étaient là il y a 2 ans, je vous ai présenté la première partie de ce projet. Donc, je suis levée. On n'est pas pour la deuxième. Non, c'est correct, j'avais trouvé, je n'allais pas dans le besoin. Donc, le contexte, en gros, c'est que la consommation des populations industrialisées est parmi les premières causes des problèmes environnementaux à travers le monde. Puis, on considère quand même que les comportements individuels de consommation individuelle participent à ça et donc peuvent être aussi la solution s'ils sont modifiés. Annuellement, c'est plus de 3 millions de tonnes de déchets plastiques qui se retrouvent dans le système de gestion de matières résiduelles au Canada. Puis, les emballages plastiques, du moins en 2019, étaient au premier rang des producteurs de déchets plastiques, en grande partie qui viennent du secteur alimentaire, mais du secteur à la maison. C'est juste que je résidentiel domestique. Merci, mon Dieu, OK. Donc, le zéro déchet ici se présente comme une solution qui est prometteuse. Permet pour réduire ces déchets-là plastiques qui se retrouvent dans le fond à la fin de la vie de tout le système alimentaire. Je veux dire, c'est-tu les plastiques à usage unique? À usage unique, oui. C'est important ici, oui, en effet, à usage unique. Le truc avec le zéro déchet, ça fait partie de notre contexte pour cette étude, c'est que c'est un comportement qui est à haute intensité. Quand on parle d'un comportement à haute intensité, on parle d'une adoption qui est aussi le résultat d'un engagement assez important. Le zéro déchet, c'est plus complexe aujourd'hui dans la société dans laquelle on gravite. C'est plus complexe que, par exemple, recycler. On n'a pas le même système de recyclage qu'on a le même système de zéro déchet. Et donc, dans ce cas-ci, je me questionne à savoir qu'est-ce que ça prend pour que les gens adoptent un comportement avec autant d'intensité. Donc, l'étude menée, ça a été, dans le fond, la base de données que j'ai utilisée a été créée dans le cadre d'une étude qui était plus large, en collaboration avec Équiterre et le Centre de transfert de technologie en écologie industrielle, le CTTEI. La récolte de données se fait en 2022. Donc, ça commence, c'était il y a 2 ans, c'est pas récent. Puis, ça visait à caractériser les leviers et les freins à l'augmentation de l'offre zéro déchet au Canada. C'était pan-canadien. Donc, on a récolté une base de données de 2002 répondants à travers le Canada qui est représentatif de la population canadienne. Il y avait plusieurs questions relatives à la consommation alimentaire, la consommation zéro déchet, les croyances pro-environnementales, les attitudes environnementales. Donc, ça est assez large. Dans le cadre de cette étude, il y a plusieurs de ces variables-là qui sont utilisées. Il y a aussi eu un volet qui était qualitatif avec des épiciers, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment les données quantitatives qui sont utilisées. Juste pour qu'on soit toutes et tous sur la même longueur d'onde, le zéro déchet, ici, ça inclut 2 types de comportements. Donc, j'apporte mes propres contenants. Je vais chez un épicier zéro déchet. Il met ce que j'achète dans ce contenant-là, je le ramène. Ou c'est avec, excusez-moi, une consigne. Donc, j'y vais, je fais mon contenant 2 $ et quand je vais rapporter ce contenant-là, je vais avoir mon 2 $. Dans tous les cas, on n'a pas d'emballage d'usage unique, donc aucun déchet pour l'emballage alimentaire. Donc, j'arrête pas d'être pas dans le bon. Objectif, premièrement, ce que je voulais faire, c'était caractériser des profils de consommation zéro déchet qui étaient à la fois, sur la fréquence d'achat zéro déchet, donc les gens qui achètent plus souvent versus moins souvent zéro déchet, mais aussi selon les croyances pro-environnementales. Puisque c'est un comportement qui est à haute intensité, on assume que ces deux choses-là, donc les croyances et la fréquence d'achat zéro déchet, ne sont pas nécessairement liées. On peut avoir des croyances sans s'engager dans ce type de comportement-là. Et on appelle ça, en général, ici, l'engagement environnemental. Donc, je vais créer des identités d'engagement environnemental. Une fois ces identités créées, qu'est-ce que je fais? Je veux savoir quelles variables permettent à quelqu'un d'être dans un profil qui est plus engagé, une identité plus engagée versus moins engagée. Donc, jusqu'ici, ça va. Un truc qui est important, c'est que puisque, je le répète, c'est un comportement qui est à haute intensité, on ne pouvait pas simplement, il y a plusieurs théories qui disent, si les gens y croient, ils vont le faire, donc on est croyant, donc on est pratiquant.
c'est un peu plus complexe que ça quand on parle du zéro déchet. Donc, ici, on utilise l'approche AMO, donc aptitude, motivation et opportunité, qui a été développée spécifiquement pour l'adoption de comportements éco-responsables. Et ce que, en fait, cette théorie-là explique, c'est que à la fois la motivation, qui est quelque chose qui est individuel, hein, donc qu'est-ce qui me motive moi, c'est quoi la récompense que personnellement je perçois à adopter un certain comportement, quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi? Est-ce que autour de moi, justement, les moyens sont mis à ma disposition pour que j'adopte ce comportement-là, mais au final, est-ce que aussi ces deux choses-là viennent ensemble? Je pourrais avoir l'opportunité de le faire, croire que réellement ça peut avoir un impact positif sur ma vie, sur l'environnement autour de moi, sans pour autant adopter ce comportement-là, donc les aptitudes qui viennent un peu faire le lien entre les deux. Cette théorie-là explique que ces trois choses-là doivent être là simultanément, qu'il y ait un changement de comportement. Donc, rapidement, dans l'étude, comment nous on évalue ça? La première question qui est posée, c'est quelles sont pour les motivations qui seraient individuelles, bien, quelles sont les principales raisons qui vous pousseraient à faire une épicerie en vrac avec des contenants réutilisables? Ici, il y avait une liste d'environ 20 items qui étaient liés à la santé, à l'environnement, qui étaient liés aussi à l'économie, à la fonctionnalité. Donc, on les a regroupés pour faire, par exemple, économie, environnement et santé. Donc, qu'est-ce qui vous motive, vous, personnellement, à adopter ou à vouloir adopter des comportements de zéro déchet? Et quand on parle de quelque chose qui est plus structurel, ben, c'est si dans les prochains mois, l'achat en vrac était disponible dans votre épicerie habituelle ou près de chez vous, ben, seriez-vous prêt à adopter ces différents comportements? Il y avait 3 types de comportements zéro déchet. On les a liés ensemble parce que les réponses, en tout cas, on a fait un truc mathématique là, que je vais vous expliquer, mais ça faisait qu'on pouvait évaluer est-ce que oui ou non la personne allait le faire. Et finalement, pour mesurer les aptitudes, et c'est ici, on a dit, ben, dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec le fait qu'il est facile d'acheter les produits suivants en vrac? Il y avait une liste de 7 aliments et types de produits. Donc, par exemple, les produits frais, les produits laitiers, même les produits nettoyants. Et là, la personne devait noter de très facile à très difficile si cette personne considère que, bon, si elle était d'accord. Ici, ce qui est important, c'est que, bon, on a à la fois quelque chose qui est très subjectif, les raisons pour lesquelles moi, j'adopterais un comportement. Si, objectivement, c'était disponible près de chez moi, est-ce que je le ferais? Puis finalement, ben, malgré qu'il y ait ça et ça, est-ce que je considère que c'est facile d'adopter un comportement précis, donc le zéro déchet dans ce cas-ci? Ici, rapidement, modèle théorique, c'est juste pour vous montrer que, bon, la première étape était de segmenter, puis après ça, on a fait une M-Logit, un modèle logistique pour savoir ben, qu'est-ce qui nous permet de passer vers une identité qui est plus engagée. Il y avait la motivation, les attitudes, l'opportunité, le modèle et aussi des informations personnelles et sociodémographiques. Bon, ici, rapidement, quand on a développé la segmentation en deux étapes, on s'est rendu compte qu'il y avait 4 identités possibles. Ici, les identités sont nommées à partir des identités que, justement, Virginie et Pagny ont développées sur l'intensité des comportements. Ce qu'on voudrait, idéalement, c'est que tout le monde ait à la fois les croyances et les comportements. Et donc, on est engagé de tous les côtés de ces identités-là. On peut voir que, bon, ici, j'ai mis la fréquence d'achat zéro déchet moyenne pour une identité à croyance moyenne et le nombre de personnes. C'est discriminant entre eux. Là, je comprends qu'éco-hésitant et éco-laissez-faire peut sembler que leur fréquence d'achat zéro déchet est proche, mais c'est discriminant entre eux. Donc, les 4 identités se différencient. Et ici, ce qu'on cherche à savoir, c'est qu'est-ce qui permet à tout le monde de se retrouver dans éco-activiste. Donc, on veut, encore une fois, des croyants pratiquants. On ne veut pas juste des pratiquants, on ne veut pas juste des croyants. On veut vraiment que tout le monde se retrouve dans le cadran en haut, à votre droite. Ma gauche. Donc, comment on a calculé l'opportunité? C'était la question de tantôt, je vous rappelle. Si c'était disponible, est-ce que vous adopteriez ce comportement-là si c'était disponible près de chez vous? Donc, on a créé une variable binaire. Oui, je le ferais. Non, je ne le ferais pas. Pour les aptitudes, je vous rappelle que c'était 7 types d'aliments et de produits différents. On a fait une analyse de composantes principales. Puis en gros, ce que ça nous a dit, c'est que les gens qui considéraient que c'était très facile, souvent, ils disaient pour les 7 que c'était très facile. Donc, on peut faire une moyenne de ça. Donc, on a fait une moyenne, par exemple, c'est ça, pour chacune des personnes, de leur aptitude à perçu à faire ça. Puis finalement, les facteurs motivationnels, ce qu'on a fait ici, c'est assez important, c'est qu'on en a pris 3. On a pris
le facteur de la santé, la motivation environnementale et la motivation économique. Et ce qu'on a fait, ben, on s'est dit, OK, mettons, on n'en a aucun des trois, c'est la base. Est-ce que le fait d'avoir au moins un maillage, un seul des trois, deux des trois ou les trois, ben, est-ce que ça augmente notre probabilité de passer vers le cadran le plus engagé? Et finalement, les variables personnelles et sociodémographiques, on a le genre, qui est binaire, l'attitude environnementale, la taille du foyer, l'âge et la position politique sur l'échiquier de gauche à droite. Donc, je commence. Comment on passe de éco-laisser-faire, donc on n'a aucun des deux, vers éco-activiste? Ici, rapidement, là où il y a un plus, ce qu'on regarde, c'est que ça augmente la probabilité de se trouver vers un autre cadran. Donc, quand c'est vert, c'est comme ça. Quand le moins rouge à âge, ce qui veut dire, c'est que ça diminue. Plus l'âge augmente, moins on a de chances de se retrouver dans éco-activiste versus éco-laisser-faire. Et donc, les personnes plus jeunes ont plus de chances de se retrouver dans éco-activiste. Ce qui n'est pas surprenant parce que quand on regarde vraiment de base, éco-laisser-faire est le segment avec l'âge moyen le plus élevé. Donc, les facteurs motivationnels, les opportunités et les aptitudes ont un impact. Donc, les trois ensemble, positifs, augmentent la probabilité qu'une personne ici se retrouve dans éco-activiste. Il y a aussi le levier politique, donc être politiquement à gauche, se déclarer comme étant politiquement à gauche, augmente la probabilité qu'on se retrouve de l'autre côté, dans l'autre extrémité du cadran, puis finalement, la taille du foyer qui augmente aussi. Donc, quand la taille du foyer augmente, on a plus de chances, et ça, c'est assez intéressant parce que on pourrait croire que c'est le contraire. Hein? Si on a les enfants, on est débordé, on ferait moins de zéro déchet. Mais ça peut aussi être expliqué par le fait qu'on augmente aussi les croyances et parfois avoir des enfants, on se questionne un peu plus sur le monde dans lequel on évolue, sur les impacts qu'on laisse dans le monde. Et finalement, le genre ici n'a pas d'impact. Et l'attitude environnementale, bien, plus on a des attitudes qui sont pro-environnementales, plus on a de chances de passer. Ici, quand on regarde, ce qui est intéressant, c'est que la personne a déjà des croyances. Donc ça va, mais comment on passe quelqu'un qui a des croyances à quelqu'un qui est engagé même au niveau de ses comportements? Encore une fois, les trois variables de notre modèle sont présentes. Donc, ça induit un changement de comportement, ou du moins, ça augmente la probabilité que le comportement soit adopté, d'avoir à la fois les facteurs motivationnels, l'opportunité et les attitudes. Finalement, ici, ce qui est intéressant, c'est que la politique n'a pas vraiment, en fait, n'a pas d'impact significatif. Et c'est ici pas si surprenant que ça parce que entre avoir de fortes croyances et avoir de fortes croyances et avoir de faibles croyances, ce qui est le plus discriminant, c'était la politique. C'était, bon, où on se perçoit sur l'échiquier politique. Finalement, l'âge non plus. La taille du foyer, encore une fois, ici, voyez-vous, ça vient un peu annuler mon hypothèse de tantôt, hein, parce qu'ici, c'est la même chose. Et donc, c'est un peu plus complexe que ça. Puis finalement, le genre n'a pas d'impact. Au contraire, il est négatif si on s'identifie au genre féminin ou non-binaire. On a moins de chances de se retrouver dans éco-activiste que éco-hésitant. Puis finalement, encore une fois, l'attitude environnementale augmente la probabilité qu'on se retrouve dans éco-activiste. Mais là, finalement, et c'est ici que je pense que c'est très intéressant, c'est que lorsqu'on passe de quelqu'un qui a déjà des comportements et qui n'a pas de croyances à quelqu'un qui aurait les croyances et les comportements, ben notre modèle il ne fonctionne plus. Ouais. Et c'est là que ça prouve son utilité, en fait, c'est qu'on a déjà le comportement. Donc, on ne cherche pas un changement de comportement, on cherche un changement au niveau des valeurs, des croyances, des idéologies par rapport à l'environnement. Et donc là, on voit les facteurs motivationnels et les attitudes, en fait, sont négativement liés à ce changement de cadran-là. Et donc, ben, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que c'est beaucoup plus lié aux variables personnelles et sociodémographiques des personnes. Ici, ce qui les permet de passer de comportement élevé à comportement élevé et croyances élevées. Et donc, être politiquement à gauche, encore une fois, c'est ce qui nous permet de passer. L'âge aussi. Donc, entre éco-altruistes et éco-activistes, les éco-activistes sont quand même plus vieux que les éco-altruistes. La taille du foyer, encore une fois, le genre être une femme, bon, s'identifier être une femme ou non-binaire, ça nous permet de passer de l'autre côté du cadran, et l'attitude environnementale. Donc, je suis encore pas devant la caméra. Donc, ici, ce qu'on peut comprendre, c'est que c'est assez complexe. Hein? C'est ce cadran-là de 4, ben, ce qui nous permet de passer de un à l'autre, ben, ça dépend de où on se trouve, en fait. Dépendamment d'où on part, ben, comment on se rend à l'objectif,
est différent et c'est de là toute l'importance de créer ce type d'identité-là, en fait. Ben, c'est que c'est pas pareil pour tout le monde. On n'apportera pas tout le monde à être éco-activiste de la même façon parce que leur chemin pour s'y rendre, ben, il va être différent. Et c'est 5 minutes parfait. Et c'est de là que part un peu tout l'intérêt de créer ces identités-là. En gros, bon, encore une fois, quand on regarde aux opportunités, ben, les opportunités, elles doivent être là. On doit rendre le zéro déchet accessible pour que les gens, s'ils souhaitent le faire parce que c'est près de chez eux, ils aient l'opportunité de le faire. Mais on doit aussi rendre ça très accessible au niveau de leur perception. Je perçois que consommer en zéro déchet, c'est facile. Que j'ai la possibilité de le faire, que j'ai les compétences cognitives et physiques et en général d'adopter ce type de comportement-là. Puis finalement, ben, ils doivent aussi percevoir les motivations qui sont intrinsèques, mais ces motivations-là, et même un peu la même chose pour les croyances environnementales, cette augmentation-là vient souvent de l'éducation, de comment on a compris ces enjeux-là environnementaux à travers l'éducation, bon, de l'éducation, je dirais, formelle, mais aussi l'éducation qui est informelle, qui est plus liée à quelque chose qui serait à travers les médias, à travers quelque chose qui est compris la différence. J'ai compris ça. Donc, chaque acteur a son rôle à jouer dans le développement de l'offre. Donc, on passe, parce que c'est un peu ça, c'est, bon, le gouvernement doit aider les épiciers à développer, à les former pour qu'eux puissent offrir plus, mais on doit aussi aider les consommateurs à voir qu'eux, ils sont capables de le faire. Mais ça passe aussi par les médias, comment on communique cette capacité-là et cette nouvelle offre-là. Être en mesure de démontrer les bénéfices des achats zéro déchet aux consommateurs aussi, c'est un levier important et pour moi qui passe aussi par l'éducation. L'éducation, encore une fois, qu'elle soit à travers quelque chose de plus formel ou plus informel. Puis finalement, les identités, et ça c'est très important, elles permettent au-delà de, bon, là on les a classées à travers l'âge et tout ça, mais ça permet aussi, justement, quand on parle d'engagement, de dire, ah ben, moi je me sens très engagée au niveau environnemental, mais quand je regarde l'identité dans laquelle je me trouve, ça ne reflète pas comment je me sens. Ah, je suis éco-hésitant parce que je fais pas assez de zéro déchet, parce que ma fréquence n'est pas vraiment élevée, mais moi je me sens très engagée au niveau environnemental, ben, qu'est-ce que ça prendrait pour que mon identité de cette recherche-là, mettons, mais mon identité et mon identité intrinsèque se rejoignent. Ben, nous, en tout cas, c'est notre postulat, c'est que ça aide les gens à s'engager au-delà de OK, je comprends que ça, c'est mon comportement. Bon, à partir de là, OK, j'essaierai de faire mieux. Non, je veux m'identifier à une certaine partie de la population. Puis finalement, quand je parle de limite, ben, je pense que la plus grande limite ici, c'est que c'est un comportement qui est autodéclaré et que ça peut créer quand même un biais sur ces pan-canadiens. La compréhension du zéro déchet au niveau pan-canadien peut avoir créé certains biais. Quoique dans cette étude-ci, nos hypothèses sont confirmées, mais c'est quand même, on n'est jamais à la vitesse. Donc, c'est tout. Merci au partenaires. Merci, Joliane. Il y a-t-il des questions à ça? On a tous des valeurs Oui. qui sont plus ou moins hauts de notre niveau de valeur. Oui. Puis, est-ce que vous avez vu dans la littérature des travaux qui évaluent les valeurs, pas nécessairement dans des catégories, mais à quel point, sans être dans des catégories, le fait d'être heureux quand on est aligné avec ses valeurs, et qu'est-ce que ça fait chez quelqu'un qui a des valeurs, mais qui se retrouve à ne pas les appliquer? Est-ce qu'on peut être malheureux de se retrouver coincé? Est-ce que l'impact, c'est sur le bonheur d'être désaligné avec ses valeurs parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter des emballages qui sont plus chers, mais on peut le vivre aussi mal parce qu'on est avec des valeurs qui proviennent de l'éducation, mais qui proviennent aussi de notre évolution et tout. Puis, est-ce que tu as vu dans tes recherches une explication, mais avec en allant chercher par les valeurs l'impact de ces questions environnementales et l'alignement et le désalignement par rapport à ses propres valeurs? Oui, ben, bon, personnellement, dans le cadre de cette recherche-là, non, je ne l'ai pas fait. Cela étant dit, j'ai pas regardé pour le bonheur, mais c'est des discussions en fait qu'on a souvent. Je vous pointe les deux parce que c'est que je parle de ça. Mais
sur l'éco-anxiété, puis comment l'éco-anxiété, mettons, on peut vraiment croire sincèrement qu'il y a une crise, mais d'avoir un niveau d'anxiété qui est tellement élevé que ça nous empêche d'agir, versus avoir un niveau qui est plus stimulant d'éco-anxiété. Dans la littérature, il y a quand même des présentations de ces deux niveaux d'éco-anxiété-là, là, dites-moi si je me trompe, mais j'ai déjà lu des articles là-dessus, là, mais qui présentent ça. De dire, ben, mais aussi, tu sais, je peux y croire pour vrai, puis ne pas avoir les moyens, parce que le zéro déchet, en ce moment, c'est pas considéré quelque chose qui est particulièrement abordable. Mais je pourrais aussi ne pas l'avoir près de chez moi, puis pas être en mesure de faire de zéro déchet parce que c'est loin. En fait, l'autre article que j'ai présenté sur cette étude-là, c'est justement le lien entre le quartier où on habite et nos comportements zéro déchet. Puis ce qu'on remarque en fait, c'est que tu sais, si on vit dans un désert alimentaire, déjà se rendre à l'épicerie, c'est la première étape. Si on doit déjà faire un effort pour se rendre à l'épicerie, mais si on doit se rendre 15-20 km encore plus loin pour aller faire du zéro déchet, ben là, c'est là que toute l'intensité du comportement devient un obstacle à son adoption. Je sais pas si ça répond à votre question. Non, c'est intéressant votre travail, je pense que ça fait réfléchir, mais c'était plus un commentaire que, tu sais, Oui, parce qu'il y a plein de choses qui font, on y croit pour vrai, mais on s'engage quand même pas. Il y a plein de choses qui font ça. juste une question pour l'étudiant de doctorat par rapport à, tu sais, à la revue des autres travaux tu sais, qui Ouais. en dehors de la zone en dehors du cadre du projet, c'est-à-dire tu sais, l'effet sur la personne, l'effet que ça fait sur notre bonheur de pouvoir ou pas, c'est, ça vient toucher cette corde-là. Je me demandais si c'est une externalité ou si c'est une internalité, cet effet de... En fait, ben, j'ai l'impression que c'est un peu les deux. On le fait Et- pour nous, mais tu sais, Mais l'entreprise qui met en marché, qui commercialise un emballage, je pense est-ce qu'elle pense à le faire pour qu'on se sente bien? En tout cas, elle ne le communique pas, mais votre travail me pousse à me dire, peut-être qu'elle pourrait se dire, quel effet ça fait sur la personne de se sentir bien si je lui facilite le travail, je lui donne les emballages qui correspondent à ses valeurs, ou je facilite le travail. Il y a oui. c'est comme au-delà de vendre un produit, c'est on vend aussi comment on se sent. Puis ça, OK. Oui. Oui. Je pense qu'en ce moment, le modèle économique fait quand même en sorte qu'il y a quand même des dérives, puis il faut faire attention à l'éco-blanchiment et tout, mais comme je suis pas sûre, j'ai envie d'aller là, mais. oui. C'est pas utilisé. Mais non, mais c'est ça. Mais tu sais, si c'est bien, c'est sincère, c'est bienveillant, on se dit, ah, ben, les gens veulent diminuer leur emballage, tu sais, on va justement les outiller pour le faire. Oui, j'y crois. Si ça Il y a un point commun, on a tous, après je m'arrête, c'est qu'on a tous des valeurs tu sais, qui sont juste pas au même niveau parce qu'on est pas nos au même réalités, niveau mais ça peut devenir plus haut, mais c'est ça. Mais oui, si je peux me permettre, c'est ça, dans l'étude, là, on n'a pas mesuré les émotions, mais quand on avait fait le volet qualitatif avec Sophie, il me semble qu'il y avait certains consommateurs qui disaient, ben oui, moi, quand je pratique, quand je fais du zéro déchet, tu sais, ça me rend fière, j'en retire aussi une forme de motivation. Après, je suis incitée à en parler à d'autres personnes. Tu sais, tout ce qui est du bonheur, des émotions positives, la joie, là, on l'a pas testé. Je me demande si on a vu des études qui font une corrélation entre les croyances et les émotions. Je sais que sur l'éco-anxiété, comme Juliane le mentionnait, parce que je travaille là-dessus aussi, tu l'as mentionné, il y a des niveaux d'éco-anxiété, en fait, qui varient. Si j'ai un niveau d'éco-anxiété faible à modéré, ça peut me pousser à l'action. Donc, vu que je suis éco-anxieux, je perçois, je suis anxieuse par rapport à la menace climatique, je vais être incitée à adopter des comportements éco-responsables. Donc ça, c'est assez intéressant, mais si mon niveau d'éco-anxiété est à un seuil qui est beaucoup plus élevé, ben là, je vais faire plutôt de l'immobilisme, puis je vais avoir tendance à me retirer et à moins agir de façon écologique. C'est pour ça qu'on essaie de maintenir, on ne voudrait pas que le niveau d'éco-anxiété soit trop élevé. Fait que c'est ça. Mais bon, je pense que vous allez voir tantôt Mathieu, tantôt il va présenter lui sur les émotions. Ça ne faisait pas partie du cadre de l'étude, mais c'est vrai je pense qu'on l'a ressenti là, dans les entrevues, dans le volet qualitatif. Bon, on peut prendre au moins une autre question là, que Baptiste a. Ah oui. Wendy. Moi, c'est ma question par rapport à la sincérité des réponses. Parce que, par exemple, je sais que tu fais une étude de ça. Oui. Et moi, je sais aussi que je vais être jugée par rapport à mes réponses. Donc,
est-ce que vous considérez dans votre étude les niveaux de mensonges, des réponses pas honnêtes? Là, il y a toujours un biais de désirabilité sociale, puis ça, c'est valable pour toutes les études quantitatives. On a tendance à vouloir répondre, à vouloir montrer une image positive de soi-même, puis ça, c'est tous les questionnaires autodéclarés. Je sais qu'il y a des échelles de mesure pour contrôler le biais de désirabilité sociale, on l'a pas fait. Par contre, on a une marge d'erreur, donc, pour le questionnaire. Un truc aussi, on a une marge d'erreur, puis un truc aussi, par contre, qu'on a fait, c'est que la première question, en fait, pour savoir le zéro déchet, on disait, est-ce que vous faites une partie ou l'entièreté de votre épicerie en zéro déchet? Oui, non. 40% des gens ont répondu oui, ce qui est quand même élevé. On aurait tendance à penser qu'il n'y a peut-être pas 40%. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en prenant la fréquence d'achat zéro déchet, ben là, je me rends compte que même les gens qui ont répondu oui, leur fréquence est très faible. Mais là, pour moi, à mon humble avis, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus réaliste. C'est que quand on regarde ici, dans ces deux cadrans-là, donc fréquence d'achat zéro déchet, 7,52, 7,59, le minimum est à 7. Ben, c'est quand même 1300 personnes sur 2000. Fait que là, c'est comme ça qu'on vient peut-être un peu mitiger cet effet-là. Mais moi, je trouvais que dans mon cas, la fréquence d'achat zéro déchet était plus révélatrice des vrais comportements d'achat zéro déchet de la population plutôt que de prendre le oui-non. Tu avais une série de questions. Oui, c'est ça. C'était une série de... Ouais, en fait, là, c'était sur deux questions. Donc, les gens qui ont répondu oui, les gens qui ont répondu non. Puis là aussi, les gens qui ont répondu oui, c'est la fréquence d'achat. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis jamais qui valait. J'ai mis tout le monde qui répondait jamais à toutes les questions avait 7. Fait que c'était le minimum. Donc, toutes les personnes qui ont répondu non avaient aussi 7. Parce que je considère qu'ils le font jamais. C'était une fréquence d'achat de fruits, de légumes, Oui, de bananes, produits. Tu sais, c'est pour ça, il y a plein de gens qui sont comme oui, j'achète zéro déchet, mais j'achète mes bananes pas dans des sacs. Tu sais, c'est correct, c'est vrai. C'est un peu plus complexe que ça aussi, mais je crois que la façon dont on l'a évalué ici, ça permet un peu de mitiger ça. Merci. En fait, on n'a pas de temps pour questions. Je suis mortale comme ça. Peut-être pendant que Baptiste